c'est vous aussi qui êtes réalisateur. Vous pouvez choisir ce que vous allez mettre. Donc à vous de mettre aussi votre personnalité, votre touche. Et ce qui fait que même si c'est un scénario vu et revu, quand les joueurs ils vont jouer avec vous ou que vous serez à leur côté en tant que joueuse ou joueur, bah, ce sera unique en fait. C'est parce qu'on est chacun, on a quelque chose, j'ai envie de dire, d'unique. Mais quand on partage dans une création artistique, et j'imagine que peut-être c'est pareil aussi sur scène, chaque moment en fait il devient unique. On se livre en fait, on donne quelque chose de nous. Et plus les personnes vont pouvoir réaliser des films, écrire des scénarios où ils se livrent, où ils parlent des choses qui les touchent eux, personnellement je pense que plus on va avoir des choses merveilleuses, quoi. Le Cozy Lab, le salon dans ton salon. Bienvenue sur le Cozy Lab au hasard ludique. On se retrouve ici avec de très belles personnes qui sont ici. Le sujet du jour, c'est jeu de genre, l'identité de genre dans le jeu de rôle et au théâtre. Donc on est streamé en direct sur la table de rencontre qui est la table sur Twitch où on fait du jeu de rôle avec les copains. Du coup, on s'est dit que ce serait intéressant de faire cette discussion. Et le Cozy Lab, c'est mon format, c'est le format où on est là, où on discute, on papote sur toutes les thématiques, que ce soit c'est souvent dans thématiques d'innovation sociétale ou de changement de paradigme. Et à chaque fois que j'ai une idée, une question, je la fais. Et c'est comme ça que j'invite aussi des intervenantes qui sont là, et intervenants qui sont là. Intervenante. De toute façon, intervenante, c'est très bien. Le but du Cozy Lab, qu'est-ce que c'est ? C'est pas forcément quelque chose où on va parler tout le temps. C'est une discussion avec tout le monde. Ils ne sont là que pour répondre à vos questions ou échanger avec vous. Donc le but, ça sera que pendant l'heure et demie, on discute tous ensemble. Et même ceux qui sont en ligne, on peut discuter aussi avec vous. Vous nous posez des questions via le chat et on y répondra avec plaisir. Et on échangera comme ça pendant toute la durée. En gros, moins j'ai de boulot à faire, mieux je me porte. Voilà. Voilà, très bien. Pour commencer, moi je suis Flavien, donc je serai l'animateur du Cozy Lab de ce soir. Et ici, à côté de moi, il y a Emma Debroise, qui est comédienne, qui est aussi formatrice, actrice, scénariste, réalisatrice, sensibilisatrice. Est-ce que tu veux rajouter autre chose ? La liste est déjà pas mal là. Pardon, il faut que je le prenne. Ah oui, d'accord, c'est ça. Sinon, tu pouvais. Non, t'as tout dit, Flavien. Je n'ai rien à ajouter. Et elle fait partie aussi du collectif Les Impromises. Ça, je peux le rajouter. Complètement. C'est quoi les Impromises ? Alors, les Impromises, c'est une troupe d'improvisation théâtrale, mais pas que, puisqu'on intervient aussi en entreprise sur des thématiques autour du sexisme. Et également, nous avons écrit une pièce de théâtre à partir d'improvisation. Donc, on s'oriente de plus en plus aussi vers du théâtre à texte. Voilà, et depuis 2013, en fait, on a exploré le genre, notamment les stéréotypes de genre en improvisation, en créant des catégories et en invitant chaque fois un improvisateur masculin différent à chaque représentation pour explorer avec lui nos univers et questionner tout ça. Voilà. Eh bien, merci. À côté de toi, il y a Cécile. Cécile qui est streameuse, scénariste, meneuse de jeu, écrivaine. Oui, on peut. Après, je n'écris pas forcément des romans, mais des scénarios, des choses autour du jeu de rôle, des personnages, des univers, des péripéties. Est-ce que j'ai oublié d'autres trucs ? Vous pouvez rentrer, vous pouvez vous asseoir. Bonsoir. Et est-ce que j'ai oublié quelque chose ? C'est bon. Non, c'est bon. Et on peut te voir du coup sur Cécile, sur Twitch. Et YouTube. Et YouTube. Et à côté de toi, il y a Lucien Men, acteur, réalisateur, scénariste, meneur de jeu. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre ? Sur La Bonne Auberge. Ouais. C'est ton-ci, mais sinon tu es sur d'autres. Homme à voix cassée aussi. Je vous prie de m'excuser pour ça. Ouais, on dirait que je fais le mec sexy, mais là ça fait 3 semaines et j'en ai marre. Je trouve plus ça sexy du tout. Ouais, sur La Bonne Auberge JDR, ça s'appelle, sur Twitch. Et sur YouTube, vous pouvez le retrouver aussi sur la chaîne Le Bon Nerd. Voilà, en 3 mots. Très bien, en plus avec le voix bien cassé d'ailleurs. Ouais. Eh bien, vu qu'on vous a découvert, maintenant on va essayer de vous découvrir vous. Allez. Donc, je vais venir passer le micro à quelques-uns d'entre vous et vous allez vous présenter et nous dire
et nous dire rapidement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites là et qu'est-ce qui vous intéresse dans cette discussion. Bonjour. Donc, nous, on est venus tous les deux parce qu'on a un projet de groupe de jeux de rôle, meneur de jeu, et moi je suis orthophoniste pour travailler un petit peu autour de la voix. Voilà, donc on s'est vu une heure avant pour discuter un petit peu de tout ça, et ça nous intéresse aussi beaucoup, toutes les thématiques autour du genre et de comment est-ce qu'on peut faire un espace safe autour d'une table de jeu. Voilà. Et comment vous vous appelez? Comment tu t'appelles? Charlotte. Charlotte. Enchanté, Charlotte. Et Thomas. Thomas, enchanté. Merci. Oui, je vais le passer. Bonsoir, je m'appelle Tatiana. Je ne joue pas aux jeux de rôle d'habitude. Je m'intéresse à peine parce que mon mari s'intéresse. Peut-être va vous parler. J'essaie de comprendre mieux cet univers. J'arrive à peu près, mais je suis chercheuse en sciences politiques. Là, je viens de déménager à Vienne, mais comme ils viennent de se reconfiner, je suis de retour sur Paris pendant un moment. Oui. Vas-y. Bonjour, je m'appelle Roland. Moi, je suis intéressé effectivement par les jeux de rôle. Et c'est vrai que j'ai constaté, c'est aussi pour ça que je suis là, que lors des parties qu'on fait avec des amis ou dans des associations, assez souvent, les joueurs masculins veulent jouer des personnages masculins. Les personnes qui sont féminines veulent jouer des personnages féminins. Et je trouve ça intéressant de voir qu'il y a assez peu finalement de changements quand on fait des jeux de rôle et de volonté de regarder les genres de l'autre. Donc je voulais voir si vous aviez aussi des choses à dire là-dessus, et ça m'intéresse. Merci. Pour l'instant, on prend tous les trucs et après on va. Mais effectivement, ça va être une des problématiques. Je reviens rapidement sur l'orthophonie, mais il y a aussi des choses, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des trucs avec l'impro et l'orthophonie qui sont très intéressantes. Oui. Moi c'est Mariam. Du coup, je viens de découvrir le jeu de rôle et voilà. Et je viens de déménager à Paris et du coup. Bienvenue. On n'est pas si horrible. On est horrible, mais pas que. Merci. Et un dernier. C'est au hasard. Bonjour, Loïc. Moi, je connais rapidement le jeu de rôle. Je viens surtout apprendre un truc, des choses ici, et découvrir des points de vue différents du mien, probablement. Eh bien, merci. Ça nous fait une petite guideline pour la soirée. Encore une fois, à tout moment, vous pouvez lever la main, prendre la parole. C'est le but. Je vous tends le micro parce qu'on est enregistré. C'est tout. N'ayez pas peur du micro. Et puis, on va commencer tout de suite avec une première question pour tout le monde. Est-ce que tout le monde peut tout jouer? Allez, salut. C'est pas une toute petite question. C'est pas une question de c'est quoi le jeu de rôle? Mais non. Oui, c'est une vaste question. C'est une vaste question. Parce qu'en fait, de base, j'ai mis théâtre et jeu de rôle ensemble parce que pour moi, dans le jeu de rôle, on fait du théâtre. Grave. Et dans le théâtre, on fait du jeu de rôle. Un peu moins. Un peu moins, mais quand même, la création de personnages, on peut l'utiliser aussi. Donc les deux sont concomitants. C'est pour ça que j'ai mis les deux ensemble. Et aussi bien au théâtre que dans le jeu de rôle, est-ce que c'est possible de jouer ce qu'on veut? Voilà. Ouais, parce qu'elle est... Ouais. Bon. Alors moi, j'aurais plutôt tendance à répondre par l'affirmation, à dire oui. En fait, qu'est-ce que tout joue... Enfin, à travers le genre, qu'est-ce qu'on explore en fait, hein, c'est ça qu'il faudrait aussi questionner. Dans le genre, qu'est-ce qu'on explore? Longtemps, en tant qu'improvisatrice, je ne m'autorisais pas à jouer d'autres rôles que des rôles féminins. Pour plusieurs raisons. Déjà parce que je trouvais ça pas très lisible pour les spectateurs. Et puis aussi parce qu'on était plutôt en minorité quand j'ai commencé l'improvisation théâtrale. Et donc on jouait un peu la fille, le stéréotype de la fille. Donc l'éternel féminin, comme on pourrait reprendre dans le discours essentialiste. Pour ces deux raisons, on ne se l'autorisait pas.
Ensuite, avec Les Impromises, on a vraiment exploré ça. Qu'est-ce qu'être une femme des femmes, plus exactement, puisque les garçons en impro pouvaient explorer plein de facettes de leur personnalité, et nous, en tant que filles, on était plutôt réduites à jouer la femme d'eux, la secrétaire, la maman, la prostituée, enfin, voilà, tous les archétypes habituels. Donc on s'est vraiment autorisé à aller chercher plein de choses, à les mélanger, à aller jouer des pilotes de ligne, à jouer voilà. Donc tout ça, on faisait un peu exploser tout ce qui était attendu dans les rôles féminins à travers ces personnages. Et les garçons qui venaient jouer avec nous aussi pouvaient explorer d'autres choses complètement inattendues pour eux. Donc à mon sens, on peut tout jouer, évidemment, à partir du moment où on s'affranchit de cette idée du genre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si dans les impros, je vais aussi me dire je suis une femme ou je suis un homme, je vais peut-être davantage aller partir d'une énergie, d'un univers, d'une idée d'environnement dans lequel je vais naviguer. Et ça ne va pas être forcément... l'idée de homme ou femme ne va pas être forcément l'idée de départ. Ça va peut-être venir après dans le scénario, mais je ne vais pas partir de ça pour créer mon personnage. Et du coup, dans le jeu de rôle, et même pour toi, Osrey, Lucien, est-ce qu'il y a eu aussi pareil des blocages au début, ou est-ce que de base, t'en fous? En fait, dans le jeu de rôle, tu n'as pas ce blocage par rapport à ton corps. Parce que tu n'as pas besoin d'être fort, tu n'as pas besoin d'être grand. Tu lances des sorts, donc tu fais de la magie, tu fais des choses que tu fais avec ton imagination. Donc quelque part, les propres limites que tu as, c'est celles que tu t'imposes toi-même. Sachant que dans le jeu de rôle, tu as ce côté où tu es joueur, tu as un personnage que tu vas tenir pendant une session, une campagne, donc plusieurs fois. Mais quand tu es maître du jeu ou maîtresse du jeu, ce personnage, en fait, il est divers parce que c'est toi qui nourris l'univers. Donc tu vas même jouer des animaux, des choses comme ça. Donc ce côté du genre, en fait, quand tu racontes une histoire, finalement, c'est pas quelque chose que tu te poses forcément. Tu es plus en train d'avoir un personnage qui est un outil pour t'aider à raconter dans l'histoire ce que tu veux faire, en fait. Donc il y a ce côté où peut-être quand tu es joueur, c'est peut-être plus problématique de se dire est-ce que je joue quelque chose qui me ressemble plus parce que c'est plus facile pour moi, ou est-ce qu'au contraire je vais aller dans quelque chose qui est plus difficile parce que c'est quelque chose que je vis pas tous les jours et j'ai envie d'explorer, ou au contraire quand tu es MJ, tu vas à fond dans tous les domaines, dans une autre époque aussi. Donc il y a plein de choses qui vont changer au niveau du regard sur les genres, parce que tu joues à une époque un peu moyenâgeuse, ou en 1900, qu'est-ce qui se passe? Donc tu te questionnes à chaque fois, et je trouve ça super, parce qu'on peut explorer plein de choses en fait. Donc pour moi, c'est vraiment personnellement qu'on se bloque, plutôt que physiquement, il n'y a pas de problème, qu'on peut vraiment aller où on veut. C'est dans la tête. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire sur le côté MJ. MJ, c'est maître du jeu ou maîtresse du jeu pour les gens qui font pas de jeu de rôle. Pardon, ça va arriver souvent. Est-ce que tu veux du miel? Non, ça change rien. Malheureusement, il faut attendre et ne pas parler. Voilà. Mais pour revenir à ta question originale, est-ce qu'on peut tout jouer? Moi, je trouve que c'est un peu délicat. Pas seulement pour les problématiques de genre, mais aussi pour les problématiques ethniques, par exemple. On allait y arriver vers la fin, mais c'est très bien d'y aller au début. Ouais, désolé. Non, mais c'est très bien. Mais en fait, moi, je me pose ce genre de questions aussi bien dans le jeu de rôle que dans mon métier d'acteur. C'est que si on me proposait de jouer quelque chose qui n'est pas mon ethnie, ou alors qui n'est pas mon identité de genre, ou alors qui n'est pas... toutes ces choses-là. En fait, du fait d'être blanc, moi je suis un homme blanc cis hétéro, donc vraiment le mec qui a pas de problème dans la vie, quoi. Et en fait, je me sentirais être un escroc de raconter le message de gens qui ont des vies plus difficiles que moi, en fait. Donc c'est à ce titre-là, en fait, que j'ai pas envie de marcher sur les plates-bandes de gens qui sont minorisés par la société, sachant que moi j'appartiens vraiment à la caste dominante par mon identité, en fait. Donc voilà, ça c'est une première chose dans le rôle d'acteur. Et dans le JDR, évidemment, comme tu disais, Cécile, quand on est MJ,
on est amené à interpréter des hommes, des femmes, des gens non binaires, des personnes qui sont asexuelles, et aussi des ethnies différentes, même des espèces différentes. On peut jouer un orque, un elfe, un centaure ou que sais-je encore. Et là, voilà. Mais il y a encore une fois là une question de conscience, je trouve, à avoir, parce que moi je vais faire attention dans mes interprétations de ne jamais être dans les clichés et dans les stéréotypes oppressants. C'est-à-dire que si je joue là, pour donner un exemple concret, dans mon JDR, la Bonne Auberge, ça se passe dans une nation qui est orientée un peu asiatique. Jamais de la vie je vais faire un accent asiatique, parce que voilà, je trouve que c'est horrible. Les blancs surtout qui prennent des accents clichés de chinois, de parler petit nègre et ce genre de choses, et ça, jamais de la vie je veux faire ça. Et si jamais un joueur ou une joueuse autour de ma table commence à faire ce genre de truc pour déconner, je vais très vite dire on déconne pas avec ça, parce que on a eu 6000 ans d'oppression. Venez, on arrête, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou partager un avis aussi? Moi j'ai trouvé très intéressant les points de vue que vous avez. Ce qui m'intéresse justement, c'est que précisément dans le jeu de rôle, on pourrait se dire qu'on ne prend pas la place de quelqu'un, puisque finalement on est entre nous, donc on ne va pas forcément en plus se représenter vis-à-vis d'un public, hein. On est véritablement plutôt dans la possibilité d'une empathie, et donc dans la possibilité aussi d'interpréter le personnage de l'autre pour essayer peut-être de ressentir des choses qu'on n'a pas forcément ressenties jusqu'à présent, ou d'essayer d'interpréter des réactions des autres alors qu'on ne sait pas des réactions qu'on rencontre au quotidien. Donc c'est aussi à la fois explorer la propre image qu'on a de l'autre et l'explorer vis-à-vis du regard qu'on a dans le public, enfin dans le tout petit public qu'on a. Donc je trouve que c'est ça qui potentiellement est intéressant, et c'est vrai que moi c'est quelque chose que je remarque que les joueurs font assez peu. Et donc voilà, je trouve ça intéressant. Je ne sais pas si c'est aussi votre réaction de joueurs et de joueuses ou de personnes qui avaient vu ça autour de la table. Moi, c'était plus parce que je fais de l'actual play, donc du jeu de rôle en public, quoi. Donc évidemment, c'est dangereux. Mais dans le cercle privé, je suis d'accord avec toi, ça peut être intéressant de se mettre dans les baskets des autres, en fait, de dire qu'est-ce que ça peut être la réalité de la vie de... Mais c'est difficile de se le figurer sans avoir une personne concernée autour de la table qui peut te dire... Alors je peux te dire que moi, les flics, je me barre parce que... Voilà. Moi, je voulais rebondir un peu sur ce que vous avez dit sur le rôle de MJ, fait qu'on jouait un peu tout. Alors effectivement, en tant que MJ, j'ai joué un pigeon une fois, c'est une grande interprétation. Et effectivement, tu disais on peut jouer un centaure, un orque, machin. Et je me rends compte, quand tu joues un orque, tu vas prendre des stéréotypes de l'orque. Quand tu prends un nain, tu vas faire le stéréotype du nain. Mais quand tu joues une femme ou quelqu'un d'une autre ethnie, tu peux pas prendre le stéréotype, déjà parce qu'il n'y en a pas forcément qui soit intéressant, et puis est-ce que ça a du sens, tu vois, de jouer sur le stéréotype juste pour montrer ce personnage est noir, okay, bon. Ouais. Mais est-ce que j'ai besoin de prendre un accent pour montrer qu'il est noir, et c'est ça un peu pour moi la complexité. Autant je sais pas, j'ai aucun problème à prendre un accent nain, quoi que ça veuille dire. Autant effectivement j'ai déjà joué un personnage, on a fait une partie de Captain Vaudou où je jouais un personnage noir dans les îles des Caraïbes. Bon, j'ai pas pris d'accent parce que ça aurait été très très compliqué à tous les égards, hein. Et en fait, je me pose la question, à quel moment, des fois, quand tu fais un personnage, quand tu écris un personnage, tu te dis, il faut qu'il soit de tel genre, de telle ethnie, voilà. Est-ce que des fois, ça compte vraiment, finalement ? Est-ce que des fois, il ne faut pas juste laisser aux joueurs l'imagination ? Ça compte si ça fait partie de l'histoire. Si ça fait pas partie de l'histoire, par exemple une succession, une descendance, une femme enceinte ou des choses qui sont vraiment genrées, il n'y a pas besoin en fait. Moi je préfère décrire parce que je sais qu'il y a des joueurs, ils vont préférer tel genre de personnage. Si je représente par exemple quelqu'un qui est musclé, qui est costaud, ils vont peut-être envoyer le petit filou, essayer de négocier, ils vont peut-être pas forcément tout de suite y aller en frontal. Donc en fait ça dépend aussi des situations que tu as envie d'amener dans ton scénario et comment tu penses que tes joueurs ils vont les résoudre. Parce que tu les connais, au bout d'un moment tu sais que si tu leur mets un gars qui est hyper massif, le costaud du groupe il a une nouvelle épée, il va vouloir y aller. Alors que si tu mets un personnage un petit peu plus fluet, pas forcément une femme, mais qui a l'air un peu plus distrait, tout ça, ils vont peut-être essayer de d'envoyer le voleur en discret. Donc je pense que ça dépend ce que tu as envie d'amener dans ton histoire.
Et je sais plus après. Est-ce que c'est aussi, pour rebondir, est-ce que c'est aussi dans le process d'écriture, parce que ça peut être aussi dans le théâtre ou dans le jeu de rôle, est-ce que dans le process d'écriture, on doit prendre en compte ça ou pas? Le stéréotype. Les stéréotypes, ouais. Pour aller vraiment dans le large. Ouais, ou les minorités, C'est la représentation. La représentation, ouais. Ah oui, moi je pense qu'il faut. On est quand même à un stade de réflexion aujourd'hui où on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Ça me semble essentiel de questionner ça. Après, c'est vrai que le stéréotype dans l'improvisation, parce que je parle de ce que je connais, ça a servi longtemps de compréhension au sein des équipes, pour le meilleur comme pour le pire. Donc ça permettait de simplifier et donc de se mettre d'accord très rapidement sur une situation. Et c'est pour ça que ça a été beaucoup utilisé. Je te coupe pour expliquer, pour le parallèle entre l'impro et le jeu de rôle, c'est très mince. Et quand on joue, pareil, vu on est sur scène et qu'on joue directement sur l'instantané, et ben du coup, si on fait une personne asiatique, est-ce qu'on fait l'accent? Est-ce qu'on fait pas l'accent? Comment on le montre? Il y a eu d'autres... c'est juste pour expliquer rapidement, visuellement. Et je te laisse continuer. Oui, non, c'est exactement ça. C'est qu'on ne sait absolument pas ce qui va se passer. Il y a parfois des caucus en impro, mais en tout cas, c'est pas ce que je pratique. Donc, on y va directement. Et comment on fait pour se comprendre très rapidement sans passer par la simplification et la stigmatisation du stéréotype? Il y a certains stéréotypes qui peuvent être, je pense, utiles et d'autres qui sont stigmatisants, en fait. C'est aussi ça. C'est que le stéréotype en soi n'est pas toujours mauvais. Ce qui est intéressant, c'est d'aller peut-être mélanger des choses, c'est d'aller, peut-être que je vais avoir une attitude, je sais pas, je vais peut-être reprendre le stéréotype d'une femme un peu naïve, et bien après, dans mon scénario, je vais aller contrebalancer ça par autre chose, et je vais mélanger, et je vais être surprenante, et je vais sortir de ces carcans stéréotypaux pour créer quelque chose de nouveau et de ne pas répéter toujours les mêmes scénarios dont on n'en peut plus, quoi. Mais il y a vraiment cette histoire de compréhension, je pense, qui a été longtemps enfermant dans le domaine de l'impro par rapport aux stéréotypes. Mais ouais, parce que c'est quelque chose de... Je reprends sur le jeu de rôle aussi, c'est pareil, c'est quelque chose, vu qu'on est sur scène et qu'on est complètement à poil, il n'y a pas de décor, il n'y a rien du tout. Et ben du coup, il faut qu'on se fasse comprendre, et c'est pareil comme dans le jeu de rôle, il faut qu'on se fasse comprendre très vite. Du coup, quels sont les ressorts pour nous pour jouer quelque chose? Je reviens sur les questions des minorités. Moi, quand je jouais à l'époque, j'étais noir. J'étais le noir, alors que je suis même pas noir. Token black. Voilà, et j'avais ce token, quoi. Et il se passait que je pouvais pas être une fille, ou si j'étais une fille noire. Donc il y avait plein de stéréotypes qui pouvaient être véhiculés par ma personne quand je jouais. Et si je prenais un accent asiatique, et ben du coup je contrebalançais ça. Et ben on voyait directement, même si je faisais du Michel Leb, et ben je contrebalançais ma nature de Flavien qui jouait un rôle d'une personne asiatique. Du coup j'étais obligé d'aller dans le stéréotype pour pouvoir casser le stéréotype. Et dans le jeu de rôle, quand on a joué aussi sur Tales from the Loop, où je jouais une fille, j'avais pas forcément l'attitude d'une fille, mais je prenais quand même les intonations, etc. Mais on prenait toujours pour un garçon. Et du coup, il fallait que j'accentue encore plus le côté fille pour pouvoir le jouer. Et voilà, il y a un peu ça qui peut aussi contrebalancer le truc. Je te laisse répondre, et il y a une question du chat, donc je vais aussi le donner au micro. Bien sûr. Je réponds pas, c'est juste pour ajouter un petit peu, mais en fait, ça va aller de mieux en mieux, en fait. Moi, je crois que ça va aller de mieux en mieux, tous ces sujets-là, justement parce qu'on a ces réflexions, parce qu'on y pense, parce que dans l'impro, vous vous dites, ok, il faut que les gens y comprennent que je suis un asiate. On dit asiate, mais ça pourrait être n'importe quelle autre origine ethnique. Mais il faut que les gens comprennent que je suis un asiate. Comment je fais sans faire un accent Michel Leb? C'est bien qu'on se pose la question, en fait, et ça va au fur et à mesure. Et puis je pense que le public aussi, au fur et à mesure, tous ensemble, en fait, on s'éduque les uns les autres, et à force de se dire, ok, en fait, tu peux parler d'une manière beaucoup moins caricaturale, et je vais quand même comprendre que tu es d'origine asiatique, et que tu as et moi je réfléchis beaucoup aux accents que je peux faire dans le cadre du jeu de rôle. Et par exemple, des accents non oppressants, je pense qu'il est possible d'en faire.
Par exemple, je réfléchissais justement aux accents asiatiques. Et je pense que sans faire du Michel Leb, parce que c'est vraiment l'exemple facile, on a tous en tête, en tout cas toutes les gens qui ont grandi en France. Tatiana, je n'ai peut-être pas grandi en France, mais bref, c'était un humoriste pas très marrant, très raciste, et qui faisait des accents très clichés. Et je pense qu'on peut faire des accents asiatiques sans être aussi oppressant et aussi gênant et aussi blessant pour les personnes concernées. Et je pense notamment pour avoir, en fait, l'observation des autres aussi. Moi, mon frère, il vit dans le 13e, il y a beaucoup d'Asiatiques dans le 13e, et quand on est dans les restaurants, dans les magasins, on peut entendre des gens qui ont vraiment l'accent asiatique. Et c'est pas le même, en fait, pour tout le monde, etc. Et on peut observer ces choses-là. Pareil pour les gens d'origine africaine. Un accent sénégalais, c'est pas un accent de la Côte d'Ivoire, et c'est pas un accent de l'Afrique du Sud, et c'est pas du tout un accent algérien. Et en fait, en s'immergeant avec ces gens-là, en s'intéressant vraiment à ces gens-là, là, on peut comprendre. Moi, par exemple, j'ai hâte de pouvoir jouer des personnages typés maghrébins, parce que je ne le suis pas, mais je le connais bien, j'ai grandi avec beaucoup de maghrébins, et j'ai hâte de jouer un genre d'accent maghrébin qui ne soit pas un cliché de Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, il a le droit, il est maghrébin. Mais voilà, de jouer un truc comme ça, et sans que ce soit les gens ridicules, les blédards, etc. Et je termine juste avec le point de vue de quelqu'un qui est concerné et qui est du métier, à savoir Yacine Bellous, qui est un humoriste que j'aime beaucoup, c'est un ami, allez le voir. C'est un des meilleurs, vraiment, il est incroyable, stand-upper. Fou. Et pendant des années, il refusait de faire l'accent du bled, alors que lui, il est d'origine algérienne. Ses deux parents sont d'origine algérienne. Et il refusait catégoriquement. Il disait, je veux pas faire l'accent du bled. Et il a trouvé un contrepoids à ça. Parce qu'il a compris ce qui le gênait là-dedans. Ce qui le gênait dans les accents du bled, c'est qu'à chaque fois, c'était un moyen de rendre le personnage bête. Voilà. Et lui, il a dit, maintenant, si je fais un accent du bled, mon personnage, il va être malin, il va être plus intelligent que les autres, ou alors il va avoir une forme de sagesse, etc., etc. Et là, oui, je vais mettre l'accent de mon grand-père. Mais c'est jamais pour jouer un personnage débile qui se prend les pieds dans le tapis et qui est un peu goofy. Voilà. Et je trouve que c'est une très belle manière de mettre des accents sans que ce soit pour oppresser dans des stéréotypes chiants. Dans le chat, nous avons Daisuko qui demande en tant que MJ blanc, cis et homme comment se sentir légitime d'écrire une histoire avec des problématiques que tu n'as jamais connues, telles que le racisme, le sexisme ou autre. Donc ça revient un petit peu au début de la conversation, mais la question méritait d'être posée. Je réponds très vite en posant des questions aux gens autour de moi qui sont concernés, en me renseignant auprès de concernés. Notamment, moi je réfléchis beaucoup aux problématiques des transidentités. Je trouve que c'est passionnant et terrible comme réalité. C'était hier le jour de commémoration des identités trans en France. Et il y a eu plus de morts en 2021 que les 5 années d'avant. Parce que les trans commencent à dire on existe. Et ils se font tuer, ils et elles se font tuer, en fait, juste par leur identité. Donc c'est vraiment un drame. Et moi, ça me touche beaucoup, alors que je ne suis pas trans. Et voilà. Mais je m'y intéresse. Et en fait, en s'intéressant aux gens, en posant des questions, en se cultivant, en essayant de se renseigner soi-même, parce que les personnes trans, c'est pas leur rôle non plus de nous éduquer, nous, alors qu'on sait rien. Voilà. Et en essayant quand on a envie de le mettre dans une histoire, et ça, je pense qu'on peut tous l'avoir en commun, c'est que quand on a envie de mettre un sujet qui ne nous concerne pas dans une histoire, demander la validation auprès des personnes concernées, de dire je pensais raconter ça de cette manière-là, est-ce que toi tu penses que c'est cohérent, que c'est crédible et que c'est respectueux de ce que tu vis? Justement, tu fais le pont pile poil parce que je voulais parler de transidentité. Du coup, je te laisse continuer, tu voulais parler. Il y a aussi le moyen de regarder des films ou de se documenter qui peut justement apporter des éléments, parce que surtout les reportages, je trouve que c'est très, très représentatif parce que c'est la personne qui parle sans filtre. Donc si tu n'as pas la chance d'avoir des personnes autour de toi qui peuvent t'aiguiller ou t'éclairer là-dessus, de toi-même, tu peux déjà aller lire des choses et te documenter. Moi, par exemple, j'ai pas fait la guerre du Vietnam, pas du tout. Ah bon? C'est bizarre. Et je me suis beaucoup intéressée à cette période-là parce qu'il y a beaucoup de cinéastes qui ont fait des films incroyables et j'ai adoré en fait regarder cette vision qu'ils avaient de cette époque-là, que j'ai connue qu'à travers en fait le discours de mes parents en fait. Donc c'est super intéressant de voir et de se documenter, quoi.
Zima, tu voulais dire aussi quelque chose? Oui, je voulais juste ajouter, alors moi je rejoins un peu ce que vous dites par rapport à l'écoute, notamment de ne pas parler à la... Enfin moi je ne m'autorise pas de parler à la place des gens, et ça a été des questions qu'on s'est posées avec les impromises quand on a écrit la pièce de théâtre, puisqu'on a exploré évidemment des sujets qui nous touchaient, et il y en a plein. Et il y a des sujets qui touchent à l'intersectionnalité, à la transidentité, enfin voilà, qui sont féministes. Et justement, je me disais, si on doit refaire un travail de recherche, comment on parle de ces sujets sans être directement concerné? Aujourd'hui, je me l'autorise pas, moi. Donc je suis plus dans un rapport d'écoute que de... Et pourtant, il faut quand même en parler. Donc comment on fait? Mais actuellement, je sais que je suis plutôt... en réception qu'en proposition. Est-ce que du coup, par exemple, si on devait jouer aussi bien dans le jeu de rôle ou dans l'impro ou dans le théâtre, quelqu'un qui... Si nous, on devait changer de sexe, est-ce que ce serait pas ça la réponse de comment on pourrait le jouer? Genre, si nous, on devait travailler sur... si nous, on devait changer de sexe nous-mêmes, on joue ce personnage-là qui va se transformer ou qui va se poser des questions. Est-ce que ce serait pas aussi un moyen de savoir comment l'incarner, le jouer? En fait, il me semble que les personnes trans ont des problématiques particulières sociétales, d'acceptation, tout ça, qui ne peut pas se résumer juste à qu'est-ce que je serais si j'étais du sexe opposé. Je fais partie d'un autre spectacle qui s'appelle Madame fait salon, où on n'est que des femmes et on joue, on interprète des hommes ou des femmes. On le sait juste un peu avant le spectacle. Et ça se passe au 19e siècle, dans une époque qui est la plus misogyne, l'une des plus misogynes de l'histoire, je pense. Donc, il y a on interprète ces personnages masculins, mais ce sont des personnages masculins, on s'en amuse évidemment, il y a une sorte d'ironie et de mise en abîme où on est des femmes qui jouent des hommes qui détestent les femmes. Mais on sait que dans cet univers-là, les hommes sont en situation de domination et on s'en amuse, voilà. Mais c'est très différent de faire ça et de se dire, tiens, qu'est-ce que je serais si je changeais d'identité, si je vivais ce que traverse une personne trans. Oui, je suis d'accord. Et en fait, la transidentité, c'est pas simplement changer de sexe, en fait. C'est vraiment l'identité, comment tu te sens, qui tu es à l'intérieur de toi. Et ça n'a rien à voir avec ton corps, en fait. Enfin, je crois. Hein. C'est de ce que j'ai cru, de ce que j'ai lu et entendu. C'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus complexe, et donc c'est difficile de le résumer, de le limiter à ça. En fait, de dire comment je pourrais aborder la vie si j'étais plus un homme, si j'avais plus de pénis, quoi. En vrai, c'est pas ça. Et après, il y a aussi tout un spectre, quoi. C'est que c'est pas homme-femme, c'est que vraiment entre les deux, il y a beaucoup de nuances de gris, quoi. Et en fait, parce que notre société est patriarcale, dominée par les hommes et très binaire, depuis 8000 ans, on a du mal à remettre ça en question, mais voilà, c'est bien qu'on en parle. C'est subversif, tout ça. Pour le moment, oui. Mais pourquoi ça l'est? Pourquoi on n'arrive pas à le remettre aussi en avant? Il y a Natérion, je me trompe toujours, Natérion, qui en parle souvent. Est-ce qu'il y en a d'autres? Comment ça se... À ma connaissance, c'est un peu difficile. Alors, moi, j'ai connu quelqu'un dans le jeu de rôle justement qui a fait une transition. Donc, j'ai commencé à jouer avec lui, c'était il. Et après, il est passé elle. Donc, elle est devenue elle. Et il y a un temps, en fait, moi, je vais parler de mon expérience à moi, en fait, en tant que personne qui a connu quelqu'un qui a changé de pronom. Et c'est intéressant parce que je trouve que déjà, dans sa façon de jouer avant, j'étais beaucoup plus proche que d'autres joueurs. Donc, je sentais une affinité, une écoute. Et en fait, j'ai pas du tout été choquée de cette volonté de la personne de justement
évoluer dans ce sens, et j'ai trouvé ça super. Donc en fait, en termes de jeu, de relation avec la personne, moi ça n'a absolument rien changé en fait. Il a juste fallu un temps d'adaptation et de dire elle en fait. Franchement, c'était ma seule difficulté, voilà, ça va. On s'amuse toujours ensemble et c'est super, quoi. Donc, voilà. Et dans les personnages qui peuvent être... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose ou pas, d'ailleurs? Je vous regarde. Ou non, ça va. Très bien. Vous pouvez prendre la parole à tout moment aussi. Et dans l'écriture, comment est-ce que vous envisagez à chaque fois si, par exemple, là, aussi bien en impro ou dans le JDR, si quand vous écrivez des personnages ou quand d'autres personnages écrivent leurs propres personnages, est-ce que vous émettez des doutes sur ce qu'ils peuvent jouer ou non? Ou ils peuvent aussi tout jouer sur leur capacité de jouer ou d'incarner les personnages? Moi, dans l'écriture, que ce soit des scénarios de JDR ou de fiction audiovisuelle, je réfléchis toujours à chaque personnage. Je me dis, est-ce que ça change quelque chose que ce soit une femme? Et si la réponse est non, j'en fais une femme. Parce qu'en vérité, il y a beaucoup trop d'hommes en fait. Il y a beaucoup trop de rôles d'hommes. Ce serait pas un problème si c'était 50-50, quoi, mais il y a vraiment beaucoup moins de rôles de femmes. Intéressants, pardon. Je parle de rôles intéressants. Je parle de rôles qui... Alors, je me souviens jamais du nom, les fameuses règles, là. Bechdel. Quoi? Bechdel, c'est le test de Bechdel. Ouais, voilà, le test de Bechdel. De quoi? Pardon, Bechdel. Ouais, c'est quoi? Ah, vas-y, je peux... C'est un certain nombre de critères qui ont été établis pour évaluer le taux de sexisme d'une scène. Donc il faut que je crois que les deux personnages féminins, entre par exemple deux personnages féminins, il faut qu'ils soient nommés déjà. Il faut qu'ils parlent de quelque chose d'autre que d'un homme. Oui, c'est ça. Et puis je sais plus, il y en a un troisième, il me semble. Mais oui, Cécile, tu... Non, mais c'est ça. Il faut qu'elle parle d'autre chose qu'un petit ami ou d'un homme ou voilà. Voilà, qu'elles aient des personnages importants et qu'elles soient nommées, qu'elles parlent de quelque chose d'autre que d'une tierce personne qui est un homme. C'est ça. Et ça, c'est finalement assez rare. C'est en train d'évoluer. C'est en train de. Je vous donne un exemple très récent. Arcane, qui est une série d'animation tirée de. Qui est magnifique. League of Legends, qui est en ce moment sur Netflix. Donc, bon, si vous êtes un peu des nerds, ça peut vous parler. Ça peut vous plaire. Visuellement, est magnifique. C'est vachement bien, c'est très beau. Mais surtout, vrais personnages principaux, c'est deux sœurs et c'est deux filles. Et la majorité de l'intrigue, c'est autour d'elles, elles parlent d'elles, et c'est leur relation entre sœurs. C'est vraiment le lien entre l'une et l'autre. Et leur place dans la société, leur place dans la ville, etc. Enfin, il y a plein de sujets. Mais j'ai vraiment kiffé que, enfin, merci. Surtout d'un truc adapté d'un jeu vidéo, parce que là, un sacré milieu de connards misogynes. Hein. Je m'y tiens. C'est en train d'évoluer, c'est bien, tant mieux. Mais on part de loin. Et voilà, là, on commence à avoir des personnages féminins qui sont pas hyper sexualisés, un peu. Mais pas que hyper sexualisés. Pas trop, ça va. Powder, Jinx, elle est un peu hyper sexualisée. Ouais. Mais c'est vrai que je sais pas trop. Un petit side boob. Elle est sexy quand même. Ouais, elle est sexy. Elle a 16 ans. Ouais, encore plus problématique. Mais du coup, je pense que je l'ai pas juste sexualisée. Vraiment... mais après, je suis peut-être trop habitué. pour toi, mais... Ouais, mais après, je suis peut-être trop habitué à lire des mangas et du coup, dans la culture japonaise, tout est très sexualisé. Et au bout d'un moment, c'est vrai que ça devient une habitude et au bout d'un moment, tu fais même plus gaffe, quoi. Et tu t'intéresses juste à. Tu t'intéresses juste à la personnalité. Mais c'est vrai que, en y réfléchissant, c'est vrai que le side boob, il est arrivé, quoi. Ça me fait penser qu'avec les improvises, on avait fait une expérience où on reprenait des scènes de théâtre ou de cinéma et dans une catégorie et où on inversait le dialogue du personnage masculin et du personnage féminin. Et ça créait des choses vraiment
incroyable, quoi. Enfin, je me souviens très bien de la surprise de retrouver des schémas de domination, mais inversés. Et c'était très drôle et très questionnant pour le public. Enfin, et je trouve ça très rafraîchissant. Enfin, moi, là, en ce moment, je vais pas mal au cinéma. Je suis allée voir, par exemple, le dernier film d'Audiard. Et je trouvais que dans la représentation des personnages, il y avait aussi quelque chose de rafraîchissant, où on voyait aussi, enfin, des communautés, pas que des blancs, des personnages féminins un peu atypiques, des relations qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et d'un coup, on respire, quoi. On sort de ces choses déjà vues, revues, rabâchées. Enfin, moi, j'en peux plus. Hein. Quand je vois un personnage féminin caricatural à l'écran, en fait, il y a des vieux films que je peux plus voir. Hein. Typiquement, je sais que c'est... Voilà, ça crée cet éveil-là. T'es James Bond. Au secours. Il paraît qu'il y a des efforts dans le dernier qui est sorti. Là. Je l'ai pas vu. J'irai le voir. Il y a eu un relevé de sourcils de... Ouais, bof. Non, mais c'est ce que ma copine appelle les films de mecs. Elle dit... m'intéresse pas. Vraiment, il y a maintenant des trucs qui sortent. Eh bien, et c'est Jordan Peele aussi qui a fait Get Out, voilà. Get Out et Us. Quand il a commencé justement à faire Get Out et que ça a vraiment bien marché et qu'il a eu encore plus de place dans les médias américains, il a dit, je vous préviens, il n'y aura jamais de rôle principal blanc. Je vous préviens, jamais. N'y croyez pas. Et les gens ont dit, pourquoi vous êtes raciste? Il dit, non, j'ai rien contre les blancs. Super les blancs. J'ai plein de potes blancs. Aucun problème. Mais j'en ai marre de voir des films de blancs. Laissez-nous regarder des films de noirs. Parce qu'en fait, on est aux États-Unis, ils sont la moitié de la population. Ou un tiers, j'en sais rien. Mais voilà. Et je comprends tellement. À aucun moment, je vais dire, mec, tu pourrais mettre un rôle principal pour moi, s'il te plaît? Non, c'est pas grave, vas-y. C'est un réalisateur noir, il veut mettre des personnages principaux noirs. Merci, enfin. Mais même pour les autres, enfin, même pour les blancs, je trouve que c'est génial de les voir d'autres représentations. Enfin, on sort de ces schémas habituels. Merci. Tu voulais rajouter quelque chose? Non, je suis d'accord. Moi, ça me fait du bien de voir... j'ai adoré Black Panther. Ça m'a fait un bien fou, en fait. Ouais. Et il y avait aussi un choix au niveau des costumes, des couleurs, la façon dont ils étaient habillés. C'était hyper rafraîchissant. Moi, j'ai adoré, quoi. Donc, je regarde beaucoup de films d'Asie, moi, de mon côté. Drama coréen, tout ça, parce que les stéréotypes sont toujours présents. Hein. Ils sont juste différents. Mais c'est super intéressant et ça me nourrit énormément en termes d'histoire de voir d'autres cultures, d'autres façons de voir. Et j'adore ça, en fait. Donc, plus on fait des choses diversifiantes et diversifiées, plus je suis contente parce que ça me dit « Ah bah tiens, ça me plaît, j'ai envie de le reprendre pour le jeu de rôle. » Donc, je pioche partout. Et est-ce que, du coup là je mets les pieds dans le plat, est-ce que justement c'est pas dommage que ce soit pas plus inclusif? Si. Qu'il n'y a pas justement des films de communauté, je dis communauté c'est noir, blanc, asiate, et ça soit pas plus inclusif et pas qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Dans ce sens-là, je croyais que tu parlais dans les... Ou même globalement, un plus inclusif, que ce soit aussi bien... Nous, on essaie de le faire sur l'impro, mais c'est pareil, il manque des gens, totalement. Plus il y aura de représentation, et plus ça fera venir aussi des gens à l'impro, enfin, plus les gens se autoriseront à venir dans ces univers-là. Donc je pense que c'est un cercle vertueux. Ouais. En fait, avec le Black Panther, c'est un bon exemple. Moi, j'avais adoré au moment de la sortie de Black Panther, je voyais plein de vidéos Insta ou Twitter et tout ça, de Noirs américains qui vraiment hurlaient de joie devant les affiches de Black Panther en disant « Putain, le super-héros, c'est moi, ou c'est mon frère, ou c'est mon cousin. » Putain, c'est cool. Et au fur et à mesure, je pense aussi à Wonder Woman, au moment où c'est ressorti avec Gal Gadot. Bon, elle est très problématique, elle. Mais bon, bref. Tu veux dire au niveau du jeu? Non, au niveau de ses prises de position. Bon, bref, ne rentrons pas dans... Patty Jenkins C'était pas Patty Jenkins, la réalisatrice? Non, Patty Jenkins, aucun problème. Moi, je parle de Gal Gadot, l'interprète de Wonder Woman. Parce que j'ai pas suivi ses prises de parole. Non, mais on va pas. Je crois que j'ai même pas écouté parler, je pense. Mais le fait que Wonder Woman ait vraiment bien marché,
eh ben c'est trop bien parce qu'il y a des petites filles qui peuvent se dire en fait moi aussi je peux être la plus forte de tout le monde et je peux dire non quand il y a un garçon qui me dit je vais te taper, il dit bah non tu vas pas me taper ou alors moi je vais te taper en retour. Enfin, on n'est pas obligé d'être dans des rapports de force mais de dire de ne plus se laisser, de plus baisser les yeux en fait. Et Wonder Woman elle fait ça dans le film. Elle montre que en fait on peut quand on est une femme il n'y a rien qui dit que on doit se laisser abattre, quoi. On doit se laisser dominer par un homme. Et c'est exactement ce que tu disais. Plus il y aura de représentation, plus le public et la population, au sens large, va se sentir autorisé à être comme ça, à être aussi forte ou aussi puissante que les héros et les héroïnes de films. Je vais juste rebondir sur tout ce que vous dites sur les... Sur tout depuis le début. Non, sur les différentes références en fait que vous avez nommées, par exemple Black Panther, Wonder Woman, etc. C'est quand même des références qui existent depuis très très longtemps. Mine de rien, le Wakanda existe dans les comics depuis les années 60. Wonder Woman, elle a déjà eu plusieurs séries, plusieurs films, plusieurs comics. Mais effectivement, le prisme du côté féministe de Wonder Woman n'était pas du tout repéré dans ces références-là. Alors, qu'est-ce qui fait que les derniers films, en fait, effectivement, on apprend en fait au fur et à mesure. Heureusement, les mœurs évoluent, les points de vue évoluent, on arrive enfin à changer de point de vue. Même moi, je suis improvisateur, du coup, en fait, comédien. J'improvise pas de manière identique il y a 10 ans, il y a maintenant, pour des raisons X ou Y, mais c'est parce que voilà, on se pose les questions de plus en plus. Et pareil pour le jeu de rôle, en fait, quand je reviens sur les jeux de rôle, moi quand je faisais mes jeux de rôle à l'époque et que je remplissais mes fiches de personnages, eh ben il y avait une case féminin, masculin qui était à cocher. Elle existe toujours. Hein. Elle existe toujours, très bien. Et mine de rien, en fait, voilà, tout ça pour dire que les références nommées en fait Wonder Woman, Black Panther, etc. existent depuis très longtemps, mais les dernières références, effectivement, sont plus du prisme noir, prisme féminin, prisme. Alors après, je sais pas, Shang-Chi, par exemple, si on parle de Shang-Chi, prisme asiatique. Qu'est-ce qui fait que on interprète ces films, ces séries de manière un peu plus, on va dire, adaptée de nos jours, ou si on regarde ce qui s'est passé avant, est-ce qu'on se dit non, là c'est plus possible. Par exemple, Wonder Woman et Masque, tu peux toujours regarder Wonder Woman de l'époque en se disant oh, quand même c'est écrit par certainement un homme blanc hétérosexuel. Mais et du coup voilà, qu'est-ce qui fait que ces réinterprétations, en fait, pour vous, qu'est-ce qui a changé? Est-ce que vous avez fait un parallèle entre ces différents éléments? Pour moi, ça se situe et dans l'écriture et dans la réalisation. C'est-à-dire que, il y a une autrice que j'aime bien qui s'appelle Iris Bray qui a théorisé le male gaze. Enfin, c'est pas elle qui l'a théorisé, elle l'a plutôt ressorti de théories des années 70. C'est quoi le male gaze? Je suis désolé, mais je sais même pas ce que c'est. Il m'interrupte pour... Je vais expliquer. C'est une façon de percevoir le monde à travers un regard masculin qui vient chosifier, réifier en fait le corps féminin. Donc typiquement dans les James Bond, on va voir un regard. Enfin, le spectateur va se mettre à la place du regard un peu, même pas qu'un peu. Oui, on a une mouche qui nous embête, la mouche du coche. Un regard très... comment on appelle ça quand on observe... Mince, je ne retrouve pas le mot. Inquisiteur par un petit bout de la lorgnette, là, par le trou de la serrure, là, quand on appelle ça. Voyeur. Voyeur, merci. Voilà, c'est un regard... assistant vocabulaire. Merci beaucoup. Dans ma vie. Donc c'est le regard voyeur, en fait, qui va être l'axe principal de la réalisation, c'est-à-dire qu'on va voir le corps féminin qui sort de l'eau, voilà, et on va scruter des parties du corps féminin, et c'est typiquement ce genre de réalisation qu'on retrouve dans le James Bond. Et jamais on se met à la place du personnage féminin, et de ce qu'elle ressent, et de comment elle vit la scène. Voilà, c'est ça le male gaze, pour répondre à ta question, Flavien. Il a arrêté d'écouter comme un homme, regarde-le. Pose la question et après ça va. Ouais, ça m'intéresse.
oui. D'accord, c'est très intéressant. Oui, pour moi, c'est ça. C'est donc cette autrice, Iris Bray, a théorisé, a remis au goût du jour dans son livre le male gaze. Et c'est ça qui fait toute la différence, en fait. C'est comment on réécrit ces personnages, comment on les met en scène, comment on les fait vivre en tant que sujet, non plus comme objet, simplement. Voilà. J'ai répondu. Je peux ajouter un tout petit truc. Évidemment. C'est que les personnes qui réalisent et qui écrivent maintenant sont concernées. Wonder Woman, c'est une femme. Et je suis plus sûr, mais je crois que Black Panther, c'est un noir. En fait. Et en fait, ça change tout. Bizarrement, quand c'est les personnes concernées, ils vont mettre en avant leur culture ou leur identité de genre et ça change tout, quoi. Sachant, je mettrais juste une petite nuance, c'est qu'il y a aussi des réalisateurs masculins qui s'affranchissent du male gaze et des réalisatrices qui retombent dans le panneau de ça. Mais, ouais. Donc, parce que c'est tellement ancré dans notre inconscient collectif. Mais bon, je suis d'accord avec toi, c'est plus simple quand les personnes sont concernées. Attention, hein. Il a parlé sans micro, le salaud. Bah ouais. Pour tous ces films-là, je suis entièrement d'accord avec vous. Après, il y a aussi peut-être une pression des producteurs pour justement essayer de recadrer tout ça et éviter la prise de risque, qui est un peu le gros souci du cinéma aujourd'hui, la prise de risque. Voilà, c'était simplement... En fait, c'est comme le greenwashing. Pour l'instant, ça passe par du cynisme. En fait, c'est que les studios américains, ils veulent cocher des cases. Ils disent, ok, on va faire des films un peu féministes, un peu mieux pour la cause des Noirs, et on va un peu mieux parler. Et ils mettent de l'inclusivité dans les castings, etc. Parfois à la truelle. Bon, mais ce qui est magnifique, c'est de voir les gardiens du temple faire « Mais non, mais c'est impossible, le fils de Superman, il peut pas être bisexuel. Nique ta race, toi. » Pardon, j'ai dit un truc qui n'est pas safe. Ouais, non, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est vraiment... nique tes dents, en fait. Il y en a marre de vos temples en marbre, là. Ça suffit. Et... Pardon ? Non, je dis, c'est les propres du discours réactionnaire. Hein. Oui, c'est ça. Attendez, Superman n'a jamais été... C'est un alien qui tire des lasers avec ses yeux. Qu'est-ce que tu t'en bats les steaks que son fils il soit bisexuel, quoi ? C'est incroyable, quoi. Ouais, Spider-Man mexicain au moment de Mike Morales, c'est merde. Mais justement, et là aussi aux États-Unis, le tiers de la population, ils sont putain d'hispanos, quoi. Et donc c'est cool que Spider-Man il soit hispanique, afro-hispanique en plus. Bon, j'en mets, merde. Et donc pour l'instant, voilà, pour dire ça, pour l'instant ils cochent des cases et ils sont un petit peu, ils font les bons élèves, voilà. Mais mine de rien, c'est comme au moment d'Avatar, pardon, je suis gigogne un peu, mais au moment d'Avatar, il y a plein de gens qui ont critiqué Avatar en disant « Oh, vraiment c'est simpliste comme scénario ». Je suis d'accord, c'est hyper simpliste, sauf que, en fait, à partir de 8 ans, tu pouvais comprendre qu'il faut faire attention à la planète. Sinon, on va tous crever. C'est cool, en fait. Oui, c'est pas un prix Nobel d'intelligence, ce scénario, mais... En fait, c'est bien de simplifier les discours de temps en temps, si ça va dans le bon sens, si c'est pour mettre des belles valeurs, si c'est pour enseigner des choses importantes aux petits. Voilà. Et si pour l'instant c'est à la truelle qu'on met des théories de genre un petit peu plus modernes et des identités un petit peu plus mineures dans la société en avant, tant mieux. Et au fur et à mesure, on va s'habituer, ce que tu disais. Et pour ramener un petit peu dans l'univers du jeu de rôle, ce qui est bien, c'est que c'est vous aussi qui êtes réalisateur. Vous pouvez choisir ce que vous allez mettre. Donc à vous de mettre aussi votre personnalité, votre touche. Et ce qui fait que même si c'est un scénario vu et revu, quand les joueurs ils vont jouer avec vous ou que vous serez à leur côté en tant que joueuse ou joueur, ce sera unique en fait. C'est parce qu'on est chacun, on a quelque chose, j'ai envie de dire, d'unique. Mais quand on partage dans une création artistique, et j'imagine que peut-être c'est pareil aussi sur scène, chaque moment en fait il devient unique. On se livre en fait, on donne quelque chose de nous. Et plus les personnes vont pouvoir réaliser des films, écrire des scénarios où ils se livrent, où ils parlent des choses qui les touchent eux, personnellement je pense que plus on va avoir des choses merveilleuses, quoi. Oh wow. Ça tombe bien que tu reviennes sur le jeu de rôle parce que ma réflexion était plutôt autour du jeu de rôle. Mais c'était un peu pour en retour sur ce qu'on disait un peu plus tôt sur comment je fais pour
parler d'un sujet alors que moi-même je ne le connais pas, je ne l'ai pas vécu. D'une certaine façon, quand tu fais ton scénario, est-ce que impliquer dans l'univers de fantasy, impliquer des personnages imaginaires, c'est pas aussi une façon d'aller sur un terrain potentiellement un peu blessant, mais justement en t'affranchissant de la réalité. Par exemple, tu vas faire je sais pas, une ville avec des orques qui oppressent des gobelins, et les joueurs vont se dire tiens, c'est pas bien d'oppresser les gobelins, et puis à la fin tu dis ouais, mais là vous avez vu des mécanismes d'oppression qui existent dans la vraie vie. J'ai pas été sur un terrain un peu tendancieux avec des choses que je ne connaissais pas, mais je vous ai quand même sensibilisé à quelque chose de conflictuel. Donc peut-être de servir de l'imaginaire pour aller sur le terrain que je ne connais pas dans la vraie vie et que je ne me permettrai pas d'aborder, mais quand même de toucher à un sujet qui est important et qui va sensibiliser et qui va peut-être pousser les joueurs ensuite à faire des recherches sur ce qui existe dans la vraie vie, quoi. Ouais, grave. Je trouve que c'est un excellent moyen, le jeu de rôle et la fantasy de manière générale. Parce que vous allez peut-être m'aider, comment ça s'appelait déjà? Le film est pas ouf, mais c'est avec Will Smith et c'est un peu futuriste. Et... Je suis une légende? Non. Il y a des orques et des Bright, elfes. C'est Bright, non? Bright, voilà. Ah oui, alors pas du tout. Bon, le film est pas ouf, mais bon, mine de rien, ils utilisent le truc des orques pour représenter en gros les Afro-Américains aux États-Unis, et les elfes pour représenter un peu les blancs, la caste dominante, etc. Et de cette manière-là, je trouve que c'est hyper intéressant en fait d'utiliser des espèces fantastiques pour nous amener vers des réflexions. Et moi, c'est un truc auquel je réfléchis aussi souvent. Tu nommais les orques, par exemple. Donc vous avez probablement toutes et tous vu Le Seigneur des Anneaux et ce genre. Les orques, c'est quand même souvent les méchants, etc. D'ailleurs, Tolkien, qui était pas loin d'être un gros sistra quand même, il a grandi en Afrique du Sud, faut pas l'oublier. Les orques, c'est un peu des noirs, en fait, dans Tolkien, à la base. Et moi, c'est une réflexion que je me fais aussi, c'est, ok, est-ce qu'il y aurait moyen que les orques ne soient pas si caricaturales que ça? Est-ce que, par exemple, la société des orques, elle pourrait pas être plus intéressante que ça? Alors oui, il va y avoir une espèce de sauvagerie ou de combativité exacerbée, ok, mais est-ce que ça veut forcément dire que c'est des êtres qu'il faut massacrer à vue? Ou est-ce que potentiellement on peut s'intéresser à leur culture et apprendre qu'elle est intéressante aussi et que peut-être elle est plus maligne que nous sur certains aspects? Enfin, moi je pense aussi aux natifs américains. C'est vraiment une des populations, on les a complètement génocidés et on a effacé leur culture, alors que putain on avait des choses à apprendre en tant que blanc. Et voilà, moi je trouve que c'est des trucs qu'on peut mettre dans ces races, ces espèces fantastiques. Ouais, d'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis. La dernière extension de Donjons et Dragons, qui reste quand même le jeu de rôle le plus connu, introduit une variation autour des races, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers, où avant les races, c'était le nain, il est costaud et malin, l'orque, il est fort, costaud, mais il n'est pas intelligent. Ouais. Et ça a été pas mal critiqué. Donc dans la dernière extension, ils introduisent une customisation. En fait, on peut jouer un orque qui est petit, malin et intelligent, sans que ça pose de problème. Et effectivement, pas mal. Alors il y a des gens qui ont critiqué en disant ouais, c'est bon, c'est un univers de fantasy, un orque. Les gardiens du temple. Les gardiens du temple, exactement. Mais il y a aussi plein de gens qui ont dit c'est cool de se dire. Je peux jouer un homme, une femme, et je peux jouer un orque qui ressemble à un nain qui est hyper baraque, etc. Et en fait, ça laisse de la variété. Et aussi le fait, parce que mécaniquement, si tu voulais faire un mec rapide et roublard, tu prenais forcément telle race, alors que tu avais envie de jouer un orque. Ouais. Et ça, c'est cool déjà que dans une mentalité, parce que Donjons et Dragons, j'en parlais avec je sais plus qui, un autre Cozy Lab justement, où on disait c'est très très héritage culture américaine, quoi. C'est d'ailleurs les premières extensions, c'est je massacre des gens pour gagner de l'XP. Quand je vois un orque, je lui coupe la tête avant même qu'il ait pu parler. Et ça fait 50 ans que le jeu existe et on commence à arriver sur des choses un peu plus modernes que juste massacrer des gens qui ont une couleur de peau littéralement différente parce qu'ils sont verts la plupart du temps. Ça change beaucoup avec Wizard of the Coast. La 5e édition, ça fait quand même 4-5 ans que déjà, rien qu'en feuilletant les bouquins, il n'y a plus que des blancs. C'est cool. Et il y a des combattantes. Et voilà, les nanas ne sont pas réservées au rôle de voleuse ou de magicienne, elfe et sexy. Non, il y a des naines qui balancent des marteaux et qui sont balèzes.
Ça fait plaisir. Et il y a un gros effort, moi, pour être un peu en discussion avec des gens de chez Wizard of the Coast, et notamment une nana qui est responsable de la communication en France. Et elle, on a souvent parlé de ce sujet-là. Elle disait, moi j'ai envie qu'il y ait des filles qui jouent. J'ai envie qu'il y ait autre chose que des blancs qui jouent. Et c'est important pour nous. Et c'est un truc, chez Wizard, ils essayent de mettre un maximum de ressources dans ce sens-là. Et c'est un truc qui est important pour eux. Ça, je le sais. Moi j'ai une question, mais je voulais pas vous interrompre dans cette discussion-là. Vas-y. J'ai une question par rapport aux joueuses et aux joueurs, mais aussi dans l'impro, je pense que la question s'applique également. J'ai l'impression dans les tables que je vois, ou même à la limite quand je vois un peu d'impro, que les hommes parlent plus et prennent plus de place que les femmes, de manière assez régulière. Et ça peut être vrai d'ailleurs dans nos milieux professionnels, etc., dans les cadres où les femmes, les hommes s'expriment. Je voulais savoir, à la fois pour l'impro et pour le jeu de rôle, quelles étaient les manières dont on pouvait essayer de corriger ça d'une manière qui soit productive et où on essaie d'arriver vers plus d'égalité. Quelles étaient, s'il y a des méthodes, si vous avez déjà si vous partagez cette observation et si vous avez des méthodes. Merci. Alors je partage complètement cette observation parce que moi-même déjà je suis quelqu'un qui est souvent très en retrait, donc ça me plaît beaucoup d'avoir ce rôle de meneuse dans la partie parce que c'est moi qui vais distribuer la parole. C'est beaucoup plus simple pour moi parce que j'ai des fois un peu de mal à prendre la parole, tout ça. Donc j'ai des astuces aussi parce que je repère les gens aussi qui ont du mal. Souvent, on peut avoir une approche en disant les filles sont plus timides, pas forcément. Ça va dépendre vraiment des personnes en fait. À chaque fois, c'est toujours pareil. Mais tu peux les lancer en fait. Quand tu sais que tu as un joueur ou une joueuse qui a toujours plein d'idées, qui part un peu dans tous les sens, tu peux peut-être le lancer en premier. Et après, la personne qui est un peu plus timide, elle réfléchit plus. Donc elle va voir les idées qui fonctionnent ou pas de la première personne par exemple qui a parlé, et hop, tu peux l'interroger en deuxième. Et toi, qu'est-ce que ton personnage fait? Et tu relances la parole comme ça en fait. Et n'hésite pas à insister, mais tranquillement, tu vas pas être trop pressant. Est-ce que et tu gardes un peu ce rythme-là, où tu interroges souvent une première personne qui est très spontanée, et souvent après elle en deuxième, parce qu'en fait elle va s'habituer à être hop, je me lance après en fait. Mais si tu vois qu'il y a des soirs où ça coince, que la personne est fatiguée, ben, tranquille quoi. Je pense que les timides en fait, il y a un moment donné où ils vont sortir dans leur petit œuf, mais il faut leur laisser le temps, ils sont plus longs que les autres. Et il faut aussi que la personne qui parle beaucoup, parce que c'est aussi dans les deux sens, on peut lui dire pendant la partie ou après la partie, genre là tu vois t'as pris la parole, mais je pense que la personne aussi elle avait des idées, n'hésite pas aussi à lui lancer les perches. Et du coup quand t'as les joueurs qui lancent les perches en roleplay en disant et toi machin, qu'est-ce que t'en penses de mon plan, est-ce que c'est bien si on brûle tout? Non. Tu vois direct, donc il n'y a pas forcément besoin que la personne fasse des grandes phrases aussi pour s'investir quoi. Mais c'est bien de te brûler aussi. Non. Non. En fait, c'est une petite joke, mais c'est parce que en fait, mon perso, sur Anatazirine, en fait, il fait que de brûler tous les trucs. Quoi. Tu es donc ce joueur. Je suis donc ce joueur il y a toujours un plan, on fait quoi? On brûle tout. Voilà. Concernant l'improvisation, alors les choses ont beaucoup évolué de mon point de vue. Hein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé l'improvisation, j'étais dans une troupe mixte. Avec profil, il y avait beaucoup de compagnies d'improvisation qui se montaient à partir d'écoles d'ingénieurs notamment. Donc c'était très masculin et on était un tiers de filles pour 2 tiers de garçons. Parfois même un quart, 3 quarts, enfin bon. C'est pour ça que je disais qu'on jouait la fille, puisqu'on était la minorité qui jouait de coup ces stéréotypes. Les impromises, on l'a créé cette compagnie aussi pour ça, parce qu'on se retrouvait aussi à avoir on nous coupait beaucoup la parole dans les réunions. On avait le sentiment d'être nul, très honnêtement. C'est-à-dire qu'on avait vraiment cette idée intégrée profondément en nous que les hommes étaient meilleurs en impro que les filles. Du fait de leur nature, de leur parcours. Enfin, je ne sais pas ce qu'on se disait dans notre tête, mais on était persuadés de ça. Donc on s'auto-censurait aussi. Donc il a fallu vraiment faire ce parcours où on s'est retrouvé en non-mixité. C'est pour ça qu'on a créé les impromises. Cette compagnie, on pouvait explorer des choses de façon safe, en osant faire des choses, en surmontant nos propres limites intérieures. Enfin, moi, je sais que j'ai dû me fouetter beaucoup, parce que je me souviens que les premières fois qu'on a invité des garçons, enfin, on invitait à chaque fois un homme dans nos spectacles,
et ben on lui déroulait un tapis rouge, voilà, et c'était le centre de tout, encore, toujours et encore. Donc on a dû nous-mêmes se faire violence, quoi. Et à partir de ce moment-là, en plus, il y a eu parallèlement à ça de plus en plus de filles qui sont venues, de femmes qui sont venues à l'improvisation. Donc tout ça s'est mixé de plus en plus. Il y a aussi, je pense, un état d'esprit en impro qui a beaucoup évolué, où c'était pas l'impro en France, c'était beaucoup on est en compète, pas du tout l'esprit du Canada, je pense, où il y avait le match d'impro, mais c'était un prétexte pour jouer ensemble. En France, c'était tout de suite, voilà, on est dans un truc individualiste, compète, celui qui écrase l'autre qui gagne, quoi. Et petit à petit, vraiment, je trouve que l'état d'esprit a beaucoup changé et qu'on est vraiment, l'idée de l'accueil, de la bienveillance, du fait de ne pas juger les uns les autres et puis d'arrêter de se dire c'est ta faute si le spectacle n'a pas marché. On est sorti de ça et ça a fait un bien fou. Moi, ça m'a donné confiance de plus en plus en moi. Et je pense à beaucoup de femmes et d'hommes aussi, parce qu'il y en a aussi parmi les hommes qui subissaient ça. C'est après combien de temps un peu de sortir de ce schéma-là, en fait, tu t'étais mis dans la tête? Plusieurs années, plusieurs mois? Je pense plusieurs années, ouais. Oui. Mais c'est parce qu'on a amorcé le travail donc en 2013 et oui, il a bien fallu, je pense, 2-3 ans quand même. Bravo. Et puis c'est toujours en cours, en fait. C'est-à-dire que la confiance qui était fragilisée au départ, faut l'entretenir. Il faut la nourrir. Exactement, ouais. Et comment tu t'en es sorti? Juste en travaillant, ou comment tu t'es dit, allez, vas-y, j'y vais? C'est des réunions alcooliques. Des réunions, ça. C'est soirée Tupperware. Je pense que c'est à force de pratiquer et puis de s'entourer de personnes avec qui on se sent bien. En fait, moi j'ai arrêté d'être avec des personnes avec qui je sentais du jugement et puis ça, voilà, tout ça. Maintenant, je suis plus armée aussi, évidemment, équipée si je me retrouve encore face à quelqu'un qui veut s'imposer trop vis-à-vis de moi ou c'est plus équitable. Mais oui, c'est de l'expérience en fait renouvelée de ok, mes ressources elles sont là, je peux avoir confiance en moi et j'entretiens ça et je vais vers ce qui me fait du bien et les gens. Et toi aussi, Cécile? Je vais rajouter quelque chose là-dessus. C'est vrai qu'il y a un gros sentiment de ne pas être légitime de ce qu'on ressent. En jeu de rôle, ça arrive aussi, sur table. On n'a pas chacun la même sensibilité. Donc les gars, entre eux, ils ont souvent la même sensibilité, entre guillemets, parce qu'il y a toujours des bordures et c'est une zone assez floue aussi. Mais c'est vrai que quand on est seul, on ne se sent pas forcément légitime. On ne sait pas forcément mettre des mots aussi sur ce qu'on ressent, parce que des fois on dit mais explique, qu'est-ce que je suis pas bien là, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Donc c'est toujours au moment où ça va pas qu'il faudrait réussir à être hyper clairvoyant avec ce qu'on ressent pour dire non, il faut du temps, il faut se laisser du temps. Et je pense que ça m'a beaucoup touchée quand tu disais aussi que tu avais l'impression de mal faire, d'une image négative qui est renvoyée, parce que finalement la femme dans la principale dans les films, c'est l'acolyte en fait, hein. C'est elle qui conseille, c'est elle qui aide, c'est elle qui élève. Au service d'eux. Au service d'eux, madame. Comme tu disais aussi, toujours en rapport à quelque chose qui n'est pas elle, en fait. Elle se définit par rapport à quelque chose qui n'est pas elle. Et quand tu te redéfinis par rapport à ce que tu es toi-même, tes histoires de jeux de rôle, elles parlent de toi, en fait. Et finalement, les gars, ils y vont, ils sont super motivés de découvrir quelque chose qu'ils ne connaissent pas. Et ça leur donne des ressorts aussi scénaristiques, parce que la façon dont les personnages ils vont réagir, et on sort des archétypes et des stéréotypes, donc c'est super enrichissant, en fait. Tout à fait d'accord. Ouais. Ça a vraiment enrichi les univers qu'on propose et le monde de l'impro. Enfin, en tout cas, en ce qui concerne l'impro, je pense que le jeu de rôle, c'est pareil. Ça crée une diversité qui est extrêmement précieuse. Oui, j'ai une question. Je voudrais revenir sur le commentaire que tu as fait au Canada, je travaille avec des gens et au Canada, il y avait une autre dynamique. Et pour vous aussi, si vous avez l'occasion d'avoir joué avec d'autres gens des pays francophones, dans d'autres situations pas forcément francophones, je ne sais pas, qu'est-ce que cela change, si ça change quelque chose par rapport à la dynamique des genres? Ouais, ça c'était. Je voulais juste dire aussi que j'ai grandi à Paris, mon accent brésilien, c'est vachement travaillé. C'est vrai? Ouais. Waouh. Non, je plaisante, c'est naturel. Okay. C'est juste ça. Alors j'ai fait du jeu de rôle avec des gens qui viennent du Canada et ils n'avaient pas du tout de souci de jouer un personnage féminin ou masculin. Enfin, c'était quelque chose de beaucoup plus acquis. Alors est-ce que c'était par rapport à la personne avec qui je jouais? C'est possible. Ça peut être propre à la personne, je sais pas, j'ai pas assez joué avec. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus portés sur des histoires qui sont plus sur leur personnage que sur une intrigue extérieure sur laquelle ils vont enquêter ou des choses comme ça. Donc, après, ça, je pense que ça dépend des groupes. Moi, je parle principalement des aventureux que je connais sur Twitch.
Moi, je pense que c'est une question de culture, de manière générale. En France, on a quand même une culture latine très à l'ancienne, très patriarcale et très... l'image de la femme, elle n'est pas incroyable. Et les hommes ont quand même des comportements de prédateurs. En France, je pense que toutes les femmes qui ont vécu en France vont te dire que oui, elles ont un seul écouteur, oui, elles mettent les clés elles font attention à pas marcher dans les rues trop sombres, etc., etc. Je parle encore d'une expérience presque personnelle. Encore une fois, ma copine a fait un voyage en Suède il y a 2 mois. Elle rentrait à 1h du mat en sifflotant et en écoutant la musique très fort et en regardant pas du tout derrière elle. Parce qu'en fait, en Suède, les gens sont respectueux, les hommes sont respectueux des femmes, etc. Elle s'est fait draguer dans un bar, longuement, mais gentiment. Et quand elle lui a dit j'ai passé un bon moment avec toi, mais je vais rentrer toute seule à mon hôtel, le gars a dit ça marche, bonne soirée. Fini. Alors qu'en France, non, c'est hors de question. En France, je pense en Italie, en Espagne, les pays latins, quoi, globalement, on en est très très loin, quoi. Et tout ça, je crois que le Canada, très respectueux aussi, ça dépend des endroits, en fait, ça dépend des cultures, mais ça prend du temps, et c'est toute la société qui doit bouger ensemble. Et en France, on est très réac, quoi. On est très... elle nous emmerde, les féministes. Vous avez vu des images, sûrement, hier, la marche Nous Toutes, des gros fachos qui sont allés balancer des chaises sur des femmes qui ont eu l'outrecuidance d'aller marcher dans la rue pour dire « S'il vous plaît, arrêtez de nous tabasser et de nous violer ». Bon, on a de la route en France, quoi. Pour répondre à ta question, et aussi Seb va aussi répondre à celle-ci. Moi, j'ai donné des cours et j'ai joué en Mauritanie. Je donnais des cours d'improvisation en Mauritanie. La Mauritanie, c'est une république islamique militaire, donc 3 mots qui vont pas ensemble. Et du coup, je donnais des cours à l'Institut français et j'avais des personnes, à la base, ça devait être que des garçons, et j'ai dit non, je veux que ce soit des personnes mixtes, garçons, filles ou autres, comme vous voulez. Et du coup, j'ai réussi à avoir j'ai eu plus de filles que de garçons, au final. Donc c'était très cool. Et donc j'ai donné les cours, et les filles en Mauritanie, elles avaient la Mélafa. Moi, je savais pas ce que c'était la Mélafa. Voilà. Parce que pour moi, je savais pas ce que. Enfin, je leur ai demandé, ils m'ont dit, en fait, c'est parce qu'il faut qu'on cache nos cheveux par rapport à. Parce que si les mecs là-bas voient les cheveux, et c'est une sorte de dire, je suis open bar, quoi. C'est bon, voilà. Et du coup, je fais, ah oui, quand même, pour les cheveux, voilà. Donc j'ai compris petit à petit. Ils faisaient la prière aussi 5 fois par jour, je les avais toute la journée. Et au fur et à mesure de la formation en impro, les filles enlevaient la Mélafa. Ils faisaient moins la prière. Alors du coup, c'est qu'au bout d'un moment, en fait, c'était tout ce qu'ils avaient, toute la culture, comme tu disais, était partie. Ils se sentaient vachement plus libres d'être ce qu'ils sont. Et ça, Bénie, elle était bénie. Du coup, elle pouvait être enfin ce qu'elle voulait, raconter l'histoire qu'elle voulait. Et petit à petit, elle jouait des personnages qu'elle voulait jouer. Ils avaient aussi ce problème-là au début, qu'ils n'arrivaient pas à jouer parce qu'ils n'avaient plus de pensée. Pour eux, un conte était juste un conte. Ils ne pensaient pas que le conte pouvait se transformer en une pièce de théâtre. Parce que c'était pas possible, parce qu'on devait raconter quelque chose. Du coup, ils devaient le raconter aussi. Mais de l'incarner était impossible. Et en fait, si, c'est possible, du moment que tu te donnes les moyens. Et au fur et à mesure qu'on jouait, et ils se disaient, en fait, c'était possible de jouer, de raconter quelque chose par notre corps, par notre voix, et c'est possible d'être quelqu'un d'autre. Et au fur et à mesure, on a créé une scène, une pièce improvisée, qu'on a jouée devant l'Institut français. Et il la connaît, du coup je la raconte en live. On a fait une scène dans l'Institut français et on fait un truc qui s'appelle Affaire à ne pas faire en improvisation. Les affaires à ne pas faire, c'est une scène qu'on fait affaire à ne pas faire à un mariage. Genre tu te lèves et tu vas pisser sur le gâteau. Exemple, à ne pas faire. Donc c'est plein de trucs souvent que tu fais à ne pas faire ou à faire. Voilà, tu manges le gâteau. Voilà. Mais c'est souvent tu fais des trucs cons. Donc là, je demande un lieu au public, et le public dit dans une mosquée. Nous sommes en Mauritanie, et je leur dis, vous êtes vraiment sûrs? Vous êtes vraiment sûrs de voir Affaire à ne pas faire
dans une mosquée. Et ils me disent oui, on veut ça. Vous êtes vraiment, vraiment sûr? Du coup, je leur pose la question plein de fois. Oui, vous êtes sûr? Parce qu'il va se passer des trucs que vous maîtrisez pas. Oui, on veut voir. Et tout. Hyper chaud le public. Ok, ce n'est pas de ma faute, ça sera de votre faute. Donc je leur donne le truc. Première impro, un mec. Non, il y avait un mec et une meuf, ils arrivent. Ils font style qui se déboutonnent et qui font caca dans la mosquée. Le public hilar au possible. Des dignitaires en face blancs. Blême. Moi, je ouf. Et en fait, à la fin, tous les dignitaires m'ont dit mais t'étais complètement dingue, on va se faire buter et tout. Et le président mauritanien qui fait oh, merci, bravo. Enfin, c'est génial. On n'a jamais vu ça et tout. Je fais bon bah voilà. En fait, il fallait juste oser. Et au bout d'un moment, en fait, quand tu mets en pratique les choses et que tu oses et que tu petit à petit, en fait, tu dis que toutes nos idées peuvent être communes et qu'on peut créer quelque chose, en fait, c'est possible de faire des choses, quoi. Je laisse Seb témoigner aussi. Oui, donc en fait, moi, avec ma copine, on a créé un festival d'improvisation en Tunisie il y a 5 ans, et on donne des cours d'improvisation théâtrale dans des collèges, pour les enfants. Et au début, en fait, il faut savoir que l'improvisation théâtrale n'existait pas vraiment en Tunisie. Il y a encore 6 ou 7 ans, quoi. Et c'était vraiment extrêmement intéressant de voir l'évolution qu'il y a eu en fait quand il y a eu tous les jeunes qui venaient en cours, on donnait des cours d'impro en général, et du coup en fait il y avait vraiment cette césure en fait filles-garçons. Les filles étaient vraiment très en retrait. Parce que bon, la société tunisienne, mine de rien, c'est quand même une société patriarcale, très ancrée aussi. Et les garçons étaient ils s'autorisaient à faire des rôles de filles, mais c'était des rôles de filles extrêmement caricaturales. Coucou, Slemma, gna gna gna, et ça faisait rire tout le monde forcément. Et les filles, elles faisaient les rôles de garçons, mais c'était marrant, c'est très bourru, très en deux. Ou elles se cantonnaient à des rôles de filles qui se faisaient frapper ou qui voilà, c'était très très violent. Et petit à petit, en fait, on leur a donné, en fait, pour faire le parallèle avec les jeux de rôle, on leur a dit bah non, écoute, toi tu es une patronne, et lui c'est juste un employé. Et petit à petit, en fait, il faut savoir, et on a vu l'évolution au final. Qui est dans l'air du temps en fait, et qui est bien. Et les filles ont vraiment en 3-4 ans en fait, d'affilée, en fait, même si le festival c'était une fois par an, elles ont pris du galon en fait, elles ont pris conscience, elles ont vraiment pris elles ont changé d'état d'âme, elles ont pris vraiment confiance en elles, merci. Et du coup en fait, et c'était assez Et c'était vraiment. Alors, du coup, en fait, parfois trop, parce que du coup, en fait, elle reproduisait le schéma patriarcal, mais version féminin, voilà, toujours en frappant les mecs. Bref, tout ça pour dire que. C'est bien, j'en méritais. Oui, au moins. Après, voilà. Mais du coup, en fait, tout ça pour dire que l'évolution était visible, pour peu qu'on leur donne aussi, on leur dise, bah, est-ce que tu es sûr de ton rôle? Est-ce que tu peux pas faire, toi, ton propre rôle? Toi, t'as envie de faire quoi? T'as envie de faire une cosmonaute? Bah, vas-y, fais ta cosmonaute. Et on lui laissait faire une improvisation théâtrale de 2 minutes, elle toute seule, en faisant son cosmonaute. Et après, les garçons arrivaient et venaient en renfort ou venaient d'autres PNJ par rapport à cette scène. Et c'était et vraiment, elle prenait de plus en plus possession de leur envie de faire des rôles différents, de se cantonner à des rôles féminins de base. Elle commençait, la plupart du temps, les gens commençaient à laver le sol. Donc voilà, je leur disais non. Ouais. Pas que ça. Alors. Mais voilà, tout ça pour dire que c'était hyper intéressant de voir cette évolution, rien qu'avec chez les jeunes qui n'ont jamais fait d'impro avant quoi. En fait, le mot le plus important, c'est de dire qu'elles sont capables de faire les choses. Toujours en haute capacité, quoi. Et aussi, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est le rapport à l'imaginaire collectif. Parce que je me suis aperçue avec l'impro, c'est que c'est à la fois une caisse de résonance de l'imaginaire collectif, donc avec tous les stéréotypes que ça comporte, et également c'est le moyen qu'on peut avoir pour créer de nouvelles représentations et donc faire bouger l'imaginaire collectif. Donc en fait ça va dans les deux sens, c'est que soit ça peut entretenir des stéréotypes, soit on peut aussi décider de s'en affranchir et de créer autre chose.
Et pour moi, voilà, c'est un outil formidable et ton expérience est une bonne illustration. Lucien, tu voulais rajouter quelque chose tout à l'heure? Je t'ai pas laissé. Non, je me souviens plus. Ok. Non, mais je suis d'accord. C'est un peu ce qu'on disait avec la représentation, en fait. C'est qu'au fur et à mesure, la société va s'habituer et s'améliorer si Zemmour passe pas, quoi. Mais c'est toujours à nous aussi de prêcher Après, la bonne parole. Après, on est entre woke. On mange ça. On mange, c'est ça. Est-ce qu'on arrive à la fin de cette discussion? Déjà, ça fait vite. Est-ce que vous, public, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui. Je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire, c'est à nous de faire des représentations et l'existence même de la représentation dans les œuvres. Moi, je fais un métier, je travaille dans l'informatique, donc il n'y a pas beaucoup de femmes. Dans mes études, il y avait très peu de femmes. Dans ma dernière année d'école d'ingé, il y avait une femme sur 30 personnes. Et il y a un concept qu'on appelle l'impuissance acquise ou apprise. C'est qu'en fait, on se demandait pourquoi les femmes vont pas en informatique. Parce qu'on leur dit que c'est pas pour elles. Et parce qu'il y a que des mecs. Et en fait, c'est à nous. Moi, maintenant, je donne des cours en informatique aussi, en plus de mon taf. C'est à nous, professeurs, professionnels, comédiens, acteurs, je pense, des différents milieux qui sont très masculins, de dire en fait non, n'importe qui peut venir et de faire venir les gens. Donc je fais du jeu de rôle, on a 2 femmes dans notre communauté. Je fais de l'informatique, on a une femme dans mon équipe. Non, j'ai 2 femmes dans mon équipe maintenant. Et je fais de la musique aussi, j'ai commencé un nouveau groupe et j'ai voulu absolument qu'il y ait des femmes parce que j'en avais marre des posters avec que des mecs bras croisés comme ça. Et je trouve que c'est important pour nous tous qui faisons des projets collaboratifs, communautaires, d'aller dans cette direction, parce que c'est en ayant des gens qui poussent. Alors certes, il y a des gens qui râlent en disant oui, on voit encore les femmes. On parlait l'autre jour de Ghostbusters, le Ghostbusters avec que des femmes. Bon. C'est dommage de réadapter une œuvre qui a déjà existé parce que ça fait forcément un point de comparaison. Mais bon, c'est important de montrer aussi qu'on peut avoir un groupe d'héroïnes et que ce groupe d'héroïnes, il peut bien marcher et voilà. Donc plus près, ok, plus près, très bien. Donc je pense que c'est à nous de faire en sorte que les gens qui sont exclus, traditionnellement, culturellement exclus, qu'on leur montre qu'en fait non, vous n'êtes pas exclus parce que vous ne pouvez pas, vous êtes exclus parce que la société a voulu que vous soyez. Oui, je rajouterais juste à ce que tu dis, les faire venir et les rendre visibles. Ouais. Parce que en fait, dans l'histoire, il y en a eu des informaticiennes, on le sait, des scientifiques, et pour la plupart, elles ont été invisibilisées. Oui, complètement, effectivement. Je voulais dire quelque chose, oui. Et je rajoute juste avant, je te donne la parole. Il y a pour la musique, Maxime on a reçu il n'y a pas très longtemps sur l'invisibilisation des femmes dans la musique, parce que pareil, il y a des plateformes qui sont créées comme Banshee et Présence Compositrice aussi, du coup, où toutes les compositrices qui n'étaient pas connues, et en fait il y a une plateforme pour retrouver toutes les compositrices. Parce qu'en fait, justement, elles ont été pas connues du tout, enfin, elles sont invisibilisées, et maintenant, du coup, on les remet au goût du jour, mais en créant une plateforme où tu peux trouver toutes les compositrices. Donc voilà, il y a des initiatives qui arrivent de plus en plus. Merci. Oui, c'était aussi pour rebondir sur la question sur l'empathie. Tout à l'heure, le fait que de jouer un personnage, ça permet aussi de mieux ressentir ce qu'il pourrait vivre. Et sur ce que tu viens de dire aussi, je suis pas sûre que de juste dire bienvenue, venez, ça va être chouette, ça marche. Tout à l'heure, par exemple, sur la question de la transidentité, moi, je pourrais jamais jouer un personnage de femme trans ou d'homme trans parce que c'est pas moi, je suis une femme cis. En revanche, je jouais un personnage qui est mal dans son genre et qui m'imaginer ce que ça pourrait me faire vivre, d'être pas dans le bon genre, ça carrément quoi. Et pour faire le lien avec ce que tu disais, le côté bienvenue, venez, je suis pas sûre que ça suffise. Il faut aussi essayer de créer un espace safe pour les accueillir, quoi. Ouais, mais je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi, et j'ajouterais que les hommes ont un rôle à jouer. C'est sûr et certain, parce que en fait, comme on est dans une société d'hommes, de fait, les hommes vont plus m'écouter moi que vous deux réunis.
Malheureusement, c'est ça encore la réalité. Et donc c'est ma responsabilité. Et si on veut vraiment que les choses évoluent, c'est aux mecs de le faire en fait. C'est aux mecs de dire maintenant venez tous les mecs là de la salle, on ferme nos gueules et on laisse parler les femmes. Mais ça. Il faut que nous aussi on se dise oui, je peux parler, je suis légitime aussi de parler. Et on a été élevés dans le même. Exactement. Et il ne faut pas juste faire des quotas pour faire des quotas. Il faut que ça a du sens pour tout le monde en fait. Je pense qu'on peut finir dessus. Drop the mic. Est-ce que vous voulez rajouter un autre mot, quelque chose d'autre? Merci pour l'invitation. J'ai adoré être là et partager ce moment avec vous. C'était super. Donc faites du jeu de rôle et découvrez l'impro aussi. Et l'inverse aussi. Faites de l'impro et découvrez le jeu de rôle. Oui, non, pareil. C'est vraiment merci pour l'accueil et puis pour la qualité des échanges. À vous tous. Est-ce qu'il y a une question dans le chat ou pas du tout? Parce que j'ai... Très bien. Il y a fin de live. Il est prêt. Il y avait quelques réponses, mais par rapport au sujet précédent, Ok. Très bien. Eh bien, de toute façon, dans tous les cas, ce sont des discussions aussi sans fin. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est tous acteurs, actrices, je ne sais plus comment on dit. Bref. Actrices. On est tous actrices de nos vies, du coup, et de faire en sorte que les choses bougent. Donc, c'est à nous de prendre les choses à bras-le-corps et de faire en sorte que les choses bougent en discutant, comme ça, en voyant les personnes, en s'intéressant aux personnes, en écoutant les personnes. Et plus on fait ça, plus les choses bougeront. Merci à vous et à très bientôt pour un prochain Cozy Lab. Salut. Merci à tous. Le Cozy Lab, c'est aussi un salon dans un salon. N'hésitez pas à vous abonner sur YouTube et abonnez-vous à tous nos réseaux. À bientôt.